Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble un exercice qui a été proposé en sujet 0 dans la partie mathématiques pour les élèves suivant la section terminale STI 2D. Donc un exercice où il y avait 6 questions, on va les traiter ensemble bien entendu. Première question relative au nombre complexe. Tout simplement, on nous donne Z1 qui est égal à 2 moins 6i sur 2 moins i et on souhaite déterminer la forme algébrique de Z1. Donc dans un premier temps, on rappelle que la forme algébrique de Z1, c'est une expression qui va s'écrire de la forme, on va dire x plus iy. Donc c'est-à-dire il n'y aura pas de i au dénominateur avec ici une partie réelle et une partie imaginaire. Donc Z1, il y a un dénominateur avec du i. Donc ce n'est pas une forme algébrique. Et donc pour faire apparaître la forme algébrique de Z1, on va appliquer le rappel qui va apparaître. Et donc on va multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur. Donc en fait ici, ça va nous donner quoi? On va voir Z1 qui va être égal ici à 2 moins 6i, donc c'est ce qu'on avait, et 2 moins i. On va multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur. Donc si on prend notre dénominateur, c'est 2 moins i, le conjugué, c'est z bar. D'accord, on rappelle, on va changer le signe devant la partie imaginaire. Donc en fait ici, c'est 2 plus i, et on va effectuer la même chose ici, 2 plus i, puis on n'oublie pas de mettre ici les parenthèses pour pouvoir effectuer le produit. Donc cette méthode va nous permettre en fait, entre guillemets, de faire disparaître au dénominateur, ici les i, donc on aura une forme ici algébrique. Donc on va devoir développer le numérateur et le dénominateur. Donc en fait ici Z1 va nous donner, 2 fois 2, on va voir 4. 2 fois i, on va voir plus 2i. Moins 6i fois 2, on va voir moins 12i. Et moins 6i fois i, on va voir moins 6i au carré. Donc on va laisser ça comme ça pour le moment. D'accord? Et ensuite, on va pouvoir réduire l'expression. Au dénominateur, on a un complexe et un conjugué. Donc en fait, ici, on rappelle que si on fait un z fois z bar, c'est en fait si on multiplie un complexe avec son conjugué, c'est la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Donc en fait, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ça va nous donner x au carré plus y au carré. Donc dans notre situation, ça veut dire que tout simplement, on va avoir ici le 2 qu'on met au carré, la partie réelle, et puis après on prend cette première expression et la partie imaginaire que nous allons mettre au carré, donc le moins 1 au carré. D'accord? Si vous prenez cette expression, c'est la même chose, ça fera 2 au carré plus 1 au carré. Donc en fait ici, dans tous les cas, même le signe moins va ici disparaître avec le fait de passer au carré. Donc ça va nous donner au final ici, on va écrire ici Z1 égale. Donc au numérateur, on va voir ici le 4, il va rester. Ici, on a 2i moins 12i, donc ça va nous faire moins 10i. Et ici, on va voir i carré qui fait moins 1, mais comme on a moins 6 fois moins 1, ça va nous faire plus 6. Et au dénominateur, ici, on va avoir 2 au carré plus 1 au carré, donc ça va nous donner 5. D'accord? Donc ça, c'est une méthode qui va beaucoup plus rapidement que de faire la distributivité, mais uniquement lorsque vous avez ici un complexe avec son conjugué. Donc on va maintenant réduire notre expression. Ça va nous donner ici 6 plus 4, ça va nous faire 10. Moins 10i sur 5. Et on va simplifier l'expression pour qu'on ait quelque chose de beaucoup plus simple en écriture. Donc Z1 va s'écrire ici 10 divisé par 5 moins 10i divisé par 5. Donc autrement dit, on va pouvoir tout diviser par 5. Il va nous rester Z1 qui est égal à 2 moins 2i. Donc on a bien ici une forme algébrique, d'accord, avec ici la relation qui apparaît. Regardez, le x plus y. Donc la partie réelle, ça va être 2. Et ici, la partie imaginaire, c'est moins 2. Donc ça, c'était la première question de cet exercice. On va passer. Deuxième question de cet exercice, toujours sur les nombres complexes. On nous donne le nombre Z2 qui est égal à moins 2i. On cherche dans un premier temps à chercher sa forme exponentielle. Et dans un deuxième temps, c'est de vérifier que le nombre Z2 à la puissance 4 est un réel. Donc dans un premier temps, on va répondre à la première partie de cette question. C'est de donner la forme exponentielle de Z2. Donc pour déterminer une forme exponentielle, on a besoin de deux éléments, le module du nombre complexe et un argument. Donc en fait ici, première étape, donc petit 1, la première étape à effectuer, c'est le calcul du module de Z2. Donc en fait ici, le module, on va l'identifier de cette manière-là, c'est entre deux barres verticales, module de Z2, c'est la partie réelle au carré, donc ici la partie réelle c'est moins 2, donc ça va être moins 2 le tout au carré,
plus la partie imaginaire au carré également. Donc ici, c'est moins 2. On ne prend pas le i, hein, c'est moins 2 au carré et le tout racine carrée. Donc on va devoir effectuer ce calcul et on va retomber ici sur que le module de Z2 va être égal à racine de 8. Parce que 2 au carré, ça fait 4. 2 au carré, ça fait 4. 4 plus 4, 8. Racine de 4. Racine de 4 plus 4, donc ça va nous donner racine de 8. On va simplifier cette expression. Donc le module de Z2, on peut dire que c'est tout simplement bien racine de 4 fois 2, parce qu'on peut écrire bien 8 sous la forme 4 fois 2. Donc c'est égal à la racine de 4 fois racine de 2. Et donc au final, on arrive à obtenir le module de Z2 bien égal à 2 racines de 2. Donc ça c'est la première chose à effectuer, donc c'est-à-dire le module de Z2. Ensuite, on va déterminer un argument de ce nombre complexe. Donc pour déterminer un argument d'un nombre complexe, on va devoir résoudre un système. En fait, on rappelle que ici le cosinus θ, c'est la partie réelle sur le module du nombre complexe, en l'occurrence donc ici module de Z2, et sinus θ, c'est la partie imaginaire sur le module. Donc en fait ici, on sait que la partie réelle c'est moins 2 et que la partie imaginaire c'est également moins 2. Donc on va voir ici cosinus θ qui va s'écrire moins 2 sur 2 racines de 2 et sinus θ qui va s'écrire moins 2 sur 2 racines de 2. On va simplifier ces expressions, d'accord? Donc ça va nous donner ici au final cosinus θ et sinus θ. Donc on va le faire sans vraiment la calculatrice, parce que vous avez le droit à la calculatrice, mais vraiment pour manipuler. On va simplifier par 2, ça fait moins 1 sur racine de 2 et moins 1 sur racine de 2. Et ici, vous avez racine carrée de 2 au dénominateur pour chacune des expressions. On va multiplier le numérateur et le dénominateur par racine de 2. D'accord? Et donc ça va nous faire à la fin cosinus θ qui est sinus θ. On va multiplier le numérateur par racine de 2 et ici par racine de 2. Donc au dénominateur, racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. Et donc là, ça nous fait moins racine de 2. Et la même chose pour ici, on multiplie par racine de 2 et racine de 2 au numérateur et au dénominateur. Donc moins racine de 2 sur 2. Et donc là, on a la valeur de cosinus θ et la valeur de sinus θ. Et à partir de là, à partir de ces deux informations-là, on doit connaître notre cercle trigonométrique pour pouvoir déterminer la valeur de θ. Et donc là, on va vous faire apparaître dans la partie ici à droite, le cercle trigonométrique. Et donc, on voit que le cosinus θ qui fait moins racine de 2 et le sinus θ qui fait moins racine de 2, on le voit à travers le schéma ici que vous devez connaître, que vous êtes capable de reproduire. En fait, que l'argument est tout simplement θ qui fait moins 3π sur 4, ici modulo 2π. Donc ça, c'est notre argument, ce qu'on appellera une mesure principale. On va garder cette expression, donc moins 3π sur 4, c'est l'argument. Et nous avons le module, nous avons un argument. Et donc là, on va pouvoir faire disparaître notre cercle trigonométrique et tout de suite pouvoir écrire maintenant la forme exponentielle. La forme exponentielle, ça va être ici tout simplement Z2 qui va être égal de manière générale au module de Z2 fois exponentielle Iθ. Et donc là, ici, nous avons toutes les informations parce que nous connaissons le module et nous connaissons θ. Et donc, ça nous donne ici Z2 qui est égal, ici, le module, c'est racine de 8. Donc, nous avons ici racine de 8 exponentielle moins 3 Iπ sur 4. Et donc, ici, c'est l'argument que nous avons défini. Donc là, c'est la première question. On a trouvé ensemble la forme exponentielle de Z2 et on va passer maintenant à la deuxième question, c'est-à-dire on va vérifier que Z2 à la puissance 4 est un. Donc la deuxième question ici, c'est de vérifier que Z2 puissance 4 est un réel. Donc on utilise la question de la partie A, c'est-à-dire en fait on a ici l'expression sous forme exponentielle de Z2 et c'est celle-ci que nous allons utiliser. Donc en fait ici on va avoir Z2 à la puissance 4 en fait qui va s'écrire racine de 8 exponentielle moins 3 Iπ sur 4 le tout puissance 4. D'accord? Donc première formule que je vais utiliser, c'est A fois B à la puissance n, s'écrit A puissance n fois B puissance n. Donc ça veut dire qu'en fait ici dans notre situation, le Z2 à la puissance 4, on va l'écrire comme racine de 8 puissance 4 fois exponentielle moins 3 Iπ sur 4 à la puissance 4. Donc ça c'est la formule que j'ai utilisée ici. On va essayer de simplifier les expressions. Alors, ici, le racine de 8 puissance 4, en fait, c'est racine de 8 fois racine de 8 fois racine de 8 fois racine de 8. Donc, en fait, ici, lorsqu'on fait le calcul, ça fait racine de 8 fois racine de 8, ça va nous faire 8.
il y a encore une autre fois racine de 8 fois racine de 8, ça nous fait 8. Donc 8 fois 8, 64. D'accord? Donc ça, c'est pour la valeur ici de l'expression. Ici, on va appliquer une autre formule pour cette expression. C'est celle-ci. Exponentielle a de tout puissance b va nous donner exponentielle a fois b. C'est-à-dire qu'en fait, ici, on va se retrouver avec exponentielle moins 3 pi sur 4 et multiplié par 4. D'accord? Et donc là, en fait, c'est très avantageux. Pourquoi? Parce que là, vous allez avoir fois 4 et on divise par 4. Donc, on va pouvoir simplifier ici les 4. Donc, il va nous rester au final, eh bien, z2 à la puissance 4 qui sera égal ici à 64 exponentielle moins 3 pi. D'accord? Parce que ici, on avait moins 3 pi sur 4 fois 4. On peut simplifier les 4. Il ne nous reste que exponentielle moins 3 pi. Et donc, on va encore simplifier parce que tout simplement, lorsque vous avez un cercle trigonométrique, que je vais rapidement mettre comme ça, en fait, ici, on sait que là, nous avons 0. Et si on lit dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ici, on va pouvoir avoir le moins pi. Mais en fait, on peut lire encore à nouveau dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc ici, on va se retrouver avec moins 2 pi. Et quand on relie comme ça, on va retomber sur moins 3 pi. Ce qui veut dire en fait que moins 3 pi en termes d'argument va être égal à modulo de pi près, et bien à l'argument moins pi. Donc ça va nous permettre d'écrire que z2 à la puissance 4 peut s'écrire comme 64 exponentielle moins pi. D'accord? Et ensuite, on va pouvoir passer de la forme exponentielle à la forme trigonométrique pour après retomber sur la forme algébrique. Donc c'est-à-dire qu'en fait ici, ça nous fait z2 à la puissance 4 égale 64 multiplié par cosinus moins pi plus i sinus moins pi. D'accord? Parce qu'on rappelle tout simplement que exponentielle iθ s'écrit cosinus θ plus i sinus θ. Ça, c'est la formule que j'ai appliquée pour passer de celle-ci à celle-ci. Et ensuite, eh bien, ce sont des valeurs remarquables que l'on doit connaître et que l'on peut répercuter ici sur le cercle trigonométrique. On voit bien que cosinus moins pi, ça va nous donner tout simplement moins 1. D'accord? Donc ça nous fait ici z2 puissance 4 égale à 64 fois moins 1 plus, eh bien, sinus moins pi. On voit bien que le sinus se lit sur l'axe des ordonnées. Le sinus moins pi, ici, ça nous fait 0. Donc ça nous fait plus 0i. Donc au final, eh bien, en fait, c'est comme s'il nous restait z2 à la puissance 4 qui est égal à 64 multiplié par moins 1. Parce que moins 1 plus 0i, donc là, ça nous fait 0. Ça nous fait moins 1. Et donc au final, on a z2 à la puissance 4 qui s'écrit moins 64. Et donc là, on vient de montrer eh bien, que z2 à la puissance 4 est bien un réel. Donc ça, c'était la question numéro 2. On passe ensemble à la question numéro 3. Troisième question ici, toujours dans la partie complexe. On nous donne 3 points et on souhaite, dans un premier temps, placer ces 3 points dans un repère et ensuite vérifier que le triangle est rectangle. Donc dans un premier temps, on va placer les points ZA, ZB, ZC. Donc on le fait pour vous à l'instant. Donc on a ici les affixes de chacun des points. Donc une fois qu'on a placé les points, eh bien, on va relier les 3 points qui forment un triangle. Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est de vérifier que nous avons bien un triangle rectangle. Donc en fait, ici, comment on va s'y prendre? Eh bien, tout simplement, on va commencer par calculer les longueurs AB, AC et CD, et une fois CB, pardon. Et une fois qu'on a déterminé ces 3 distances, on va pouvoir appliquer la réciproque du théorème de Pythagore. Donc premièrement, on va calculer la distance AB. Donc si on va calculer la distance AB, on rappelle que la distance AB, en fait, c'est une distance, c'est la définition du module. Donc on va faire le module 2ZB moins ZA. Donc ça, c'est la première étape. D'accord? Donc, on va calculer ZB moins ZA et puis le résultat, on fera son module. Donc, ça va nous donner ici, eh bien, ZB, ça nous fait moins 2i, moins, entre parenthèses, 2, moins 2i. Donc, AB va s'écrire le module. Donc, ici, on a moins 2, moins 2i, moins 2 plus 2i. Donc, on va réduire. AB égale, eh bien, moins 2, donc ça va nous faire ici module de moins 4. D'accord? Donc, le module, c'est quoi? Eh bien, c'est une distance, bien entendu. Et la méthodologie pour le calculer, c'est la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré, le tout racine carrée. Donc, autrement dit, ici, la distance AB, eh bien, ça va nous donner racine carrée, tout simplement, de moins 4 au carré. Et donc, on a ici 4. Donc, ça, c'est la première information. On a la distance AB. On va faire la même chose pour la distance ici AC. Donc AC, eh bien c'est le module de ZC moins ZA.
donc ZC moins 4i moins, entre parenthèses, donc ici ZA, donc moins, entre parenthèses, 2, moins 2i. Donc AC égale module, donc de moins 4i moins 2 plus 2i. Donc on a ici à la fin, eh bien, module de moins 2 moins 2i. Et donc on a dit que le module, eh bien, c'est la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré de tout racine carré lorsque notre forme est algébrique, ce qui est le cas ici. Donc AC, eh bien, ça va nous donner moins 2 au carré plus moins 2 au carré, le tout racine carré. Et donc ça va nous donner ici racine carrée de 8. Et on va le laisser tel quel pour après appliquer ici la réciproque de Pythagore qui nous donnera directement un résultat beaucoup plus simple. Donc ici, on va laisser racine de 8. On fait la même chose, eh bien on a fait AB, on a fait AC, donc on voit bien ici les deux côtés que nous avons déterminés. On va faire la même chose avec ici ici on a dit donc AC, AB, donc BC, on fait BC. Donc module 2ZC moins ZB, donc ces modules, donc ZC moins 4i moins entre parenthèses, eh bien ZB moins 2 moins 2i. Donc ça nous donne BC égale ici, eh bien moins 4i moins, donc on va changer les signes, hein. Donc moins 4i moins 2i, donc plus 2i, plus 2, plus 2i. Donc au final, on trouve que c'est le module, eh bien, de 2 moins 2i. Et donc lorsqu'on va le calculer, c'est la même méthodologie que pour le AC, eh bien ça va nous faire ici racine carrée de 2 au carré plus moins 2 au carré. Et donc au final, on a racine carrée de 8 pour BC. Donc on a déterminé nos trois mesures. On va pouvoir passer maintenant à la deuxième partie de la question, c'est-à-dire en fait utiliser la réciproque du théorème de Pythagore pour pouvoir vérifier ou non si le triangle est ici rectangle. Nous avons donc déterminé les trois distances. AC et BC nous permettent de dire dans un premier temps que le triangle est isocèle. Donc pour déterminer maintenant s'il est rectangle, on applique la réciproque du théorème de Pythagore. Donc en fait ici, on va commencer par calculons d'une part. Calculons d'une part, donc on va calculer le plus grand côté que nous allons élever au carré. D'accord? Donc en fait ici c'est AB. D'accord? Donc on le voit ici, hein, sur le schéma, AB est la plus grande distance. Donc AB au carré, eh bien ça nous fait 4 au carré, donc ça nous fait tout simplement 16. On va calculer maintenant, eh bien, d'autre part, calculons d'autre part, eh bien, on va faire ici AC au carré plus BC au carré. Donc AC au carré plus BC au carré. Et donc ça nous fait ici racine de 8 au carré plus racine de 8, le tout au carré. Et donc ici, ça nous donne tout simplement, eh bien, AC au carré plus BC au carré est égal à 8 plus 8, donc autrement dit 16. Et donc en fait ici, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, tout simplement, or, on a bien ici AB au carré qui est égal à AC au carré plus BC au carré. Et donc ici, on va pouvoir conclure d'après la réciproque du théorème de Pythagore, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle est rectangle. Ici, eh bien, tout simplement, rectangle en C. D'accord? Et en plus, on a vu que comme AC et BC étaient égaux, eh bien le triangle est également isocèle ici en C. Donc il est rectangle en C, ça c'est d'après la réciproque du Pythagore grâce à cette étape-là. Et ce qu'on a vu précédemment, eh bien AC et BC sont égaux, donc le triangle il est rectangle. Donc là on fait apparaître le schéma final, d'accord? Donc ici on a bien A, B, C, un triangle rectangle isocèle en C. Donc ça, c'était la troisième question. On va passer maintenant à la quatrième. Question numéro 4. Ici, il s'agit de résoudre une équation différentielle. Donc il y a deux questions. La première question, c'est de déterminer les solutions de cette équation différentielle et ensuite de chercher une solution particulière lorsque f de 0, ici, égale 4. Donc en fait, dans un premier temps, on a le rappel qui est donné sur la résolution des équations différentielles. Donc en fait, ici, avec mon rappel, eh bien, je vais écrire un peu différemment
l'équation différentielle qui est proposée. C'est en fait que je vais écrire ici que y' est égal à moins 5y plus 7. C'est-à-dire en fait que j'ai passé le 5y à droite, donc en changeant son signe. Et c'est tout simplement pour retomber ici sur la forme du rappel y' égale à ay plus b. Donc on va ici identifier le a qui est égal à moins 5 et le b qui est égal à 7. Et donc ici, les solutions générales de cette équation différentielle eh bien, sont données à travers le rappel. C'est la forme f de x est égale à k exponentielle à x moins b sur a. Donc si on applique la formule, c'est-à-dire que les solutions générales, c'est f de x est égal eh bien, k exponentielle à x, donc moins 5. D'accord? Donc moins 5x, regardez bien, hein, k exponentielle à x moins b sur a. Donc moins b, donc moins 7 sur eh bien, moins 5, qu'on écrira avec k ici un réel, que nous allons après définir. On peut aussi écrire à la place de k un grand C, ça dépend ici de la rédaction de votre enseignant. Donc ensuite, au final, f de x va pouvoir s'écrire eh bien, k exponentielle moins 5x plus 7 sur 5. D'accord? On va passer à la question 2, c'est-à-dire chercher une solution générale qui vérifie l'expression f de 0 égale à 4. Nous allons passer maintenant à la question B de l'exercice, c'est-à-dire ici chercher une solution particulière qui vérifie f de 0 égale à 4. On connaît la solution générale, on va partir de celle-ci, donc on rappelle que f de x égale à k exponentielle moins 5x plus 7 cinquièmes. Or, on sait d'après l'énoncé que f de 0 égale à 4. Donc en fait, ça veut dire quoi? Donc on a f de 0 qui est égal à 4. L'objectif, c'est de chercher la valeur, la constante k en fait ici, d'accord? Donc, pour ce faire, on va remplacer tous les x par 0 de notre expression et on doit obtenir à la fin ici 4. Donc ça va nous donner quoi? Ça va nous faire k exponentielle moins 5 fois 0 plus 7 cinquièmes est égal à 4. D'accord? Or, ici, ça nous fait exponentielle moins 5 fois 0, donc ça nous fait exponentielle 0. Donc k exponentielle 0 plus 7 cinquièmes égale à 4. Ce qui permet de dire en fait que exponentielle 0, c'est 1. Donc on a k plus 7 cinquièmes qui est égal à 4. Donc on va pouvoir ici définir la valeur de k. Donc k ici va être égal à 4 moins 7 cinquièmes. D'accord? On a passé le 7 cinquième à droite en changeant le signe. On va mettre tout au même dénominateur. Donc ici nous avons 4. Donc ça va s'écrire eh bien 20 sur 5 moins 7 sur 5. D'accord? On a multiplié par 5 ici pour avoir ici 20 sur 5, ça nous donne bien 4. On a mis au même dénominateur. On réduit. On trouve que ça nous fait 13 cinquièmes. Ce qui nous permet de dire au final que la solution que nous cherchons particulière qui vérifie la relation f de 0 est égal à 4, eh bien c'est cette équation différentielle, mais tout simplement on va remplacer le k ici par 13 cinquièmes, ce qui va nous donner tout simplement ici f de x qui est égal à 13 cinquièmes exponentielle moins 5x plus 7 cinquièmes. Et donc, ça nous permet de répondre à la question 4 de cet exercice. Cinquième question ici, une étude de fonctions utilisant la fonction logarithme népérien. Donc, première question, c'est tout simplement, on vous donne la fonction g de x qui est dérivable sur 0 plus l'infini. On cherche à déterminer sa dérivée et en fait de vérifier que la dérivée est égale ici à g' de x égale à ln de x. Donc, c'est la première question. Et ensuite, la deuxième question, c'est de faire les variations de cette fonction, donc tableau de signe de la dérivée et le tableau de variation qui va avec pour la fonction g. Donc première étape, on va faire la dérivée. Donc ici, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va reconnaître dans cette dérivée que là, nous avons un u qui apparaît, un v, et ici, une expression w. D'accord? Donc en fait, c'est notre expression g de x. D'accord? Si on voulait l'écrire, g de x, eh bien, s'écrit u de x fois v de x plus wx, parce que wx, je vais prendre le moins x plus 4. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir ici u de x qui va être égal à x, v de x qui va être égal à ln de x, et mon w de x qui va être égal à, ici, moins x plus 4. Et donc, on va pouvoir ici, en l'occurrence, avoir la dérivée que nous allons chercher, que je vais écrire ici. En fait, g' va être de la forme suivante. On a u fois v, donc la dérivée, ça nous fait u' de v, u' de x fois v de x, plus u de x fois v' de x, fois v' de x, et ensuite plus w', plus w' de x.
Donc ça, c'est la formule que nous allons appliquer pour calculer la dérivée de la fonction g. Donc on va commencer par calculer respectivement les dérivées de u, v, w. Donc ici, u' de x, eh bien ça nous fait 1. D'accord? La dérivée de x, c'est égal à 1. Et ln de x, donc c'est une formule standard à retenir. Donc la dérivée v' de x va s'écrire ici, eh bien 1 sur x. Et enfin, w' de x, eh bien la dérivée de 4, c'est 0, et moins x, c'est moins 1. Donc il nous reste plus simplement ici à appliquer la formule, c'est-à-dire en fait que ici, g' de x va s'écrire u' fois v. Donc ici, u' fois v, donc ça va nous faire 1 multiplié par ln de x plus u fois v'. Donc ici, u fois v', donc plus x fois 1 sur x. Et enfin, eh bien, plus w', qui ici, moins 1. Donc ça, c'est la dérivée. Maintenant, on va simplifier, bien entendu, cette expression. Et donc, ça va nous faire g' de x, qui va s'écrire 1 ln de x, plus eh bien, x sur x, moins 1, parce que vous avez x fois 1 sur x, donc ça donne x sur x. Mais x sur x, c'est tout simplement 1. Donc on va se retrouver avec g' de x qui va être égal à 1 ln de x plus 1 moins 1. Et donc on arrive bien à ce qu'on nous demandait sur la dérivée. G' de x va être égal à ln de x, tout simplement. Donc ça, c'était la première partie de la question 5. On va ensuite faire maintenant la deuxième partie de cette question. Nous allons maintenant ici, dans cette deuxième partie de la question, étudier les variations de la fonction g. Donc pour cela, après avoir fait la dérivée comme vu précédemment, on va étudier le signe de la dérivée qui va nous permettre de dresser le tableau de variation de la fonction g sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc en fait ici, pour étudier le signe de cette expression, on va commencer par résoudre une inéquation. C'est-à-dire en fait, on va chercher à savoir quand est-ce que g' de x est positif. Ça va nous permettre en fait de savoir entre guillemets à partir de quel x on va pouvoir mettre un signe plus dans notre tableau. Donc ici, ça revient à résoudre l'équation ln de x supérieur ou égal à 0. D'accord? Or, nous savons que ln de 1, c'est égal à 0. Donc on va pouvoir transformer l'expression ln de x supérieur ou égal à ln de 1. D'accord? Et donc maintenant, on va pouvoir appliquer la règle suivante. Nous savons que si eh bien, ln de a est supérieur ou égal à ln de b, eh bien c'est équivalent à dire que a est supérieur ou égal à b. Ce qui veut dire que dans notre situation, tout simplement, ln de x supérieur ou égal à ln de 1, ça nous permet de dire que x eh bien, est tout simplement supérieur ou égal à 1. Et donc, ça signifie quoi? Ça signifie que si x est supérieur ou égal à 1, eh bien, notre fonction g' est positive ou nulle. Donc, ça veut dire que nous allons traduire toutes ces informations dans le tableau de variation. Donc, on va ici faire un tableau. On va bien indiquer que nous travaillons sur 0 plus l'infini. On va commencer par indiquer le signe de g'. Donc ici, le signe de g' de x. Et ici, on va avoir les variations de g de x. Et donc, à travers ce que nous avons fait précédemment, nous savons que g' de x eh bien, est supérieur ou égal à 0 quand x est supérieur ou égal à 1. Ça signifie en fait qu'il s'annule en 1 dans un premier temps. Donc, nous allons pouvoir mettre ici le 1 dans notre tableau. Ça annule ici notre dérivée. Et ensuite, on va pouvoir eh bien, expliciter le fait que notre dérivée est positive dès que x est supérieur ou égal à 1. C'est-à-dire que nous allons mettre le signe plus dans notre tableau de signes de g' dès que x est supérieur ou égal à 1. C'est-à-dire en fait, les x sont plus grands que 1, ce sont qui sont ici sur notre droite. Donc ici, nous allons avoir plus et donc ici, nous allons avoir moins. Nous avons le signe de g', ce qui nous permet de maintenant traduire eh bien, les variations de la fonction g. Eh bien, comme g' est négatif, eh bien, la fonction g va être décroissante sur ce même intervalle et g' de x est positive sur cet intervalle. Donc la fonction g va être eh bien, croissante sur cet intervalle. Et ça nous permet ici de répondre à la question 5 de cet exercice. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.